l'émulation a permis aussi un gros truc, attention transition, c'est de pouvoir profiter des jeux d'arcade aussi. Parce que les jeux d'arcade, souvent, bon pareil, dont on parlait. Il y en avait du coup qui étaient qu'au Japon, parce que bon, les arcades, nous on avait que celles de base. En France, ça restait assez basique en termes de jeux. Alors qu'au Japon, ils en ont eu, ou même aux États-Unis. Moi je me souviens, je crois que j'ai ruiné mes parents là-dessus. J'étais à Piccadilly Circus à New York. Et je me suis retrouvé on est allé dans un bâtiment, c'est une tour où il y avait plein de jeux. J'étais aux anges, bon, on a payé cher, mais j'étais aux anges. Mais voilà, l'émulation a permis aussi de faire connaître plein de jeux d'arcade. C'est souvent sur des grandes licences, qu'il y a quand même pas mal de jeux qui ont été lancés par l'arcade et non pas par les consoles de salon. Tous les jeux de combat, déjà. On commence en arcade avant d'être à la maison. Et après, il y a aussi des jeux d'arcade qui sont beaucoup plus compliqués à répliquer. Tous les jeux de simulation automobile, par exemple, quand on allait en salle d'arcade, on avait un vrai fauteuil avec un volant. Donc maintenant, on peut commencer à arriver à avoir des volants. Il y a même des compétitions sportives. Et je sais qu'il y a des pilotes de F1, par exemple, qui s'entraînent sur des jeux de F1 avec des volants qui sont l'équivalent de ce qu'ils ont dans une vraie F1, avec les pédaliers, tout ce qui va avec, voire un système sur vérin, etc. Donc on revient un peu là-dessus. Mais le fait d'avoir des bandes dédiées avec des contrôleurs, c'est quelque chose qu'on a toujours eu en arcade, qu'on a eu du mal à avoir un peu chez soi. Je sais par exemple sur les jeux de tir aussi, avec des pistolets. Oui. Donc là, on en a eu un petit peu. Bon, il y a eu le fameux Duck Hunt de la NES ou Time Crisis, je crois, sur PS1. Ouais. Où on avait Master System aussi avait son. Moi, je l'avais le pistolet. Hein. Et qui fonctionne uniquement que sur des télévisions CRT. Ouais. Tout à fait. Parce que ça a utilisé l'électromagnétique de l'écran. Je jouais effectivement à un jeu de trackball, de trackball avec. Mais moi, je trichais, je me mettais le flingue, je le mettais devant l'écran. Donc je faisais devant l'écran, donc voilà. C'était beaucoup plus facile. Et Duck Hunt d'ailleurs fonctionne sur un mécanisme très basique de flash blanc, où il suffit de viser une lumière et hop, on touche les canards tout le temps. Bon. Ouais. Comment tricher à Duck Hunt. Je savais pas ça. Le principe, c'est qu'au moment où on appuie sur la gâchette, pendant un très court instant, l'image devient toute noire, sauf un carré blanc, là où il y a le canard. Et du coup, le laser gun de la NES, il regarde juste... Est-ce que je suis en face d'un truc noir ou un truc blanc? Et si c'est un truc blanc, c'est que c'est un canard. D'accord. Donc tu peux viser une ampoule et faire le max score si tu veux. Ça me fait penser à la Wii, quand tu n'avais pas ton tracker au-dessus de ta télé. Tu prenais une lumière blanche, même une bougie, tu mettais ta Wiimote devant et puis tu pouvais jouer. Ça marchait aussi. La Wii a permis de faire beaucoup de choses et de revenir sur des mécaniques mobiles. Il y avait eu la balance board qui a servi genre à 5 jeux, mais quand même. Moi j'en ai une qui prend la poussière. Mais il y a eu le lapin crétin avait fait des mini-jeux qui se basaient sur la balance board. Fait pas beaucoup de sport, mais alors Ben oui. En même temps, c'est vrai qu'il y a, je pense que beaucoup de femmes ont acheté la balance board et l'ont utilisé 2 fois et avec le Wii Fit. Le fameux Wii Fit. C'était vraiment le jeu fait pour la Wii Fit, c'était vraiment pour ça. Plus récemment, il y a eu le Ring Fit Adventure, qui est un accessoire dédié à un jeu, mais après, je sais pas comment ça va fonctionner parce qu'au final, on branchait les Wiimotes dessus, c'était qu'un bout de plastique avec des. Et voilà, la force venait du. Je crois il me semble qu'il y a un système à l'intérieur du truc, à des fils. Non? Il n'y a rien du tout? C'est juste du plastique? Non, il n'y a rien du tout, c'est du plastique. Hein, c'est juste, c'est ça qui donne la. Qu'est-ce qui fait force, que. Je pense que c'est que le gyroscope en final. Ouais, c'est le gyroscope et tu vois que ça avance moins vite, donc du coup c'est parce que tu forces dessus et que du coup ce qui prouve que vraiment la petite Wiimote, c'est quand même un bijou technologique. Les Wiimote, que ce soit la version Wii avec son espèce d'extension. Oui, l'extension je sais plus si c'est du mouvement ou c'est du tracking, je sais plus ce que c'était. Alors ouais, il y a eu un premier boîtier qui se mettait en dessous de la manette pour qu'il soit mieux au niveau du tracking 3D, qui après a été intégré. Qui a été utilisé pour le dernier Zelda, c'est tout. Oui, mais celui où on balance l'épée dans tous les sens. C'est ça, ouais. Voilà. le Twilight Princess, Skyward Sword. Merci. Voilà. Et donc du coup, ça a permis de retrouver un peu une sensation arcade à la maison. Et après, depuis la Wii, il n'y avait pas grand-chose jusqu'à la VR maintenant. Après, on de nouveau avec des contrôleurs, des motion controllers. On a eu aussi. Et des flingues. Si, en fait, il n'y avait pas uniquement que la Wii. Et des parce qu'on a eu. C'est des jeux qui n'ont pas beaucoup marché, mais on a eu les fameux jeux de pêche avec les manettes spécifiques où c'était un moulinet avec des boutons. On a eu tout ça. Et le fameux pistolet. On a eu les pistolets. Alors, il y a eu pistolet, il y a eu bazooka, il y a eu. Bazooka, sur la NES, il y avait eu un gant.
avec voilà, le Power Glove. Qui est un flop. Ouais, c'est un flop. Pareil, le premier casque VR de NES. C'est pas un casque VR. Oui, c'est un. C'est un écran. C'est un écran. Ouais, de toute façon, les casques VR, il y a un écran dedans. Enfin, oui, mais avec une distorsion d'image. Quand on dit VR, c'est vraiment la réalité. Voilà, c'est augmenté. Là, il n'y a pas de réalité virtuelle. Ce qu'on a beaucoup eu. Mal de mer augmenté. Oui, ce qu'on a beaucoup eu et qui a beaucoup marché, c'est tout ce qui est Guitar Hero et Rock Band. Au final, oui, c'est qu'on a eu. Ça a marché, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Tu peux plus faire ça. Maintenant, non. C'est plus possible. Maintenant, c'est des jeux qui ont commencé en arcade. À la base, c'était des bornes avec des vrais contrôleurs qu'on a eu après. C'est ça, tous les. Oui, il y avait tous les accessoires. C'est ça, Rock Band et Guitar Hero. Mais c'est vrai que les accessoires qu'on a eu sur les consoles de salon, c'est vrai que ça vient principalement de l'arcade en fait. Voilà. Sachant que d'ailleurs, au Japon, où c'était popularisé très tôt, il y a eu du coup Drum Mania, qui était le jeu de batterie, qui était un vrai jeu de batterie. Et la borne d'arcade, c'est une Yamaha DTX, qui est une vraie batterie Yamaha électronique. Ouais. Donc, du coup, on peut en acheter une chez soi pour 3000 €, peut-être plus. Oui, ça coûte. C'est Yamaha, que ce soit Yamaha ou Roland, c'est des pour être dans le milieu de la percussion. Yamaha, c'est du bon, ils font du bon matos là-dessus. Oui. Voilà. Et pareil, le jeu de Taiko no Taijutsu. La version arcade au Japon, c'est un vrai tambour en bois. Ouais. Qui est beaucoup plus grand, où il y a les gens viennent avec leurs vraies baguettes, etc. Oui. Et le problème, c'est que dès qu'on sort de Japon, avec tout ce qui est dégradation, vol, etc., ça marche pas trop. En fait, encore les derniers survivants des accessoires, ça reste Nintendo. Oui. Faut pas oublier que ça reste avant tout un vendeur de jouets. Faut pas oublier, hein. On m'entend pas. Tu te déplaces un peu. C'est un vendeur de jouets, donc ça reste aussi ceux qui vendent les amiibo. Il y a eu le Taiko no Tatsujin sur Switch où ils ont vendu les Tatacon, on appelle ça les Tatacon, qu'on a acheté au Japon parce qu'on jamais on aurait pensé que ça sorte en France un jour. On s'est dit ça sortira jamais en France, on va commander avec les frais de port au Japon. Ouais, on l'a fait. Et un mois après, il y avait un pack en France. D'accord. Mais en tout cas, ça reste, Nintendo reste en tout cas un des derniers vendeurs d'accessoires jouets. En France, en fait, c'est ça, et les amiibo sont un exemple encore, ils vendent encore les amiibo. Hein. Autant les autres, les autres créateurs de consoles, il y en a que deux. Hein, bref, enfin les connus sont tous sur la puissance. Nintendo a toujours été sur la jouabilité et sur les possibilités. Parce que tout ce qui était tracking, oui, ça arrivait plus tard sur les autres consoles, mais c'était pas non plus le fer de lance des marques, alors que Nintendo vraiment a toujours eu ont toujours été obnubilés par vraiment la jouabilité en premier, que ce soit pour la Wii, que ce soit pour la DS avec ses écrans tactiles. Et ils sont jamais stylés. La Switch, du coup, qui est une hybride maintenant. Et puis, je vous dis, les derniers accessoires de la Switch, vous avez eu le cardboard, les cardboards qui étaient vraiment, je trouve vraiment très, très malins. Et puis, au-delà des amiibo, les cartes. Le Mario Kart Live Circuit. Oui, qui a d'ailleurs dans mon bureau. Mais ça c'est un accessoire, c'est un jouet. Et ça reste en tout cas des choses qui se vendent encore et qui fonctionnent. Et Nintendo est très très proche encore des objets. C'est encore les seuls à vendre des objets en jeux vidéo. C'est ça. Ouais. Et du coup, la prochaine techno, qui je trouve un peu de mal à décoller, va être au niveau de la VR, de la reconnaissance des doigts. C'est ça. Donc je sais qu'il y a des nouveaux casques maintenant qui permettent de reconnaître la main entière. Il y a le contrôleur de Valve. Ouais, Valve a une barre qui permet, alors du coup la barre comme on l'a sur les joysticks des casques, enfin des manettes de casque VR. Là, on a carrément tout le système de détection de la main sur une barre, et en fait le contrôleur de Valve détecte les doigts et la pression que tu as. Donc quand tu prends quelque chose, tu prends. Bon, il n'y a pas la résistance de l'objet, mais ça reste quand même un petit plus qu'ils ont du coup de pouvoir utiliser sa main, pas juste les deux doigts ici, comme ça, je crois, un truc comme ça, mais vraiment avoir un objet à récupérer pour prendre les choses. Ouais. Et je sais aussi qu'au niveau de la recherche et d'autres outils, il y a des gens qui détournent des Kinect, qui, au lieu de se servir à reconnaître un corps entier, se filment leurs propres mains pour essayer de reconnaître les différentes parties et les doigts. Mais ça reste du bricolage expérimental. Et en produit fini, par contre, il y a le Leap Motion, qui est une sorte de Kinect pour main, qui se met sur une table où on met la main au-dessus. Et il y a notamment un studio lyonnais, dont j'ai perdu le nom. Wanadev ? Non, quelque chose Sensei, qui ont fait un jeu qui se joue entièrement à la main. Ah non. Wooden Sensei, je connais plus le studio,
Mais du coup, moi j'ai pu le voir s'ils étaient venus le présenter à Lyon et j'ai même testé directement. Et du coup, en faisant des simples mouvements de la main, on peut bouger son personnage, lancer un grappin, faire différentes actions. Et c'était déjà il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, et ça n'a pas décollé malheureusement. Donc je sais pas, est-ce que ces genres de jeux vont revenir avec le futur de la VR ou est-ce que ça va rester un peu expérimental J'avoue que là, on a de plus en plus de casques qui se basent sur des caméras directement intégrées au casque pour se repérer dans l'espace. Bon, est-ce qu'il y aura peut-être quelque chose qui va en sortir, peut-être en améliorant ces caméras sur ces casques, qui va du coup faire pas que du positionnement, mais vraiment de savoir ce qu'il y a devant le casque. Le dernier casque de PSVR 2, il y a une technologie qui détecte en fait les yeux, qui permet d'optimiser en fait le graphisme en fonction de l'endroit où tu vois. C'est-à-dire que en fait, l'endroit où tu vas regarder, c'est très très beau, mais dès que tu vas détourner le regard, l'endroit qui était beau en fait va se flouter. Mais tu vas pas le voir puisque de toute façon ton iris va suivre un autre endroit. Donc il suit tes yeux et ils vont vraiment se focus uniquement à l'endroit où tu vas regarder pour que ce soit très beau. Toi, c'est complètement invisible parce que forcément tes yeux, ils regardent là, ils voient. Mais ils n'ont pas besoin en fait de mettre de la qualité sur les contours parce que de toute façon tu le vois pas. Donc et ça permet en fait de gagner de la puissance. Voilà, dans le casque. Et ça c'est malin par exemple. C'est vraiment la technologie pour aider à améliorer en fait l'optimisation des jeux. Ouais, c'est vrai que les premières versions de VR avaient beaucoup de problèmes de résolution ou de latence. Oui. Les gens qui dès que tournaient la tête avaient un petit peu de lag et du coup étaient complètement malades, mal de mer. Et effectivement, on se rapproche de plus en plus d'avoir des choses confortables. Oui. Il y a toujours le problème des lunettes qui des fois rentrent pas dans la forme du casque. Mais... Alors dans le PSVR 2, je crois qu'ils ont réglé le problème. Ils ont vraiment fait un truc. Ouais, tu peux faire des casques avec des corrections, mais j'ai une trop forte correction. Pour, là, forcément. Dans le curseur est plus loin. L'Oculus Rift S, déjà, on pouvait mettre les lunettes avec le casque, il n'y a pas de souci. Mais souvent, c'est vrai qu'avec le casque VR aussi, on a le souci, comme tu dis, comme du coup, là, peut-être à peu près corriger le PSVR 2, c'est du coup, tu vois quand même, si tu tournes un peu les yeux, tu vois la bande de noir autour, parce que du coup, c'est des écrans qui sont améliorés par les lentilles pour que ça fasse un effet vraiment vision, donc pour pas qu'il y ait de soucis au niveau du cerveau, au niveau des yeux. Mais souvent, on reste quand même cloisonné à ça, en fait. Quand on regarde là-haut, mais la technologie va aller de toute façon à faire en sorte effectivement que là, pour le coup, tu n'aies plus de limite en fait en termes de truc noir, tu l'es plus et que tu aies beaucoup plus de vision. Donc ça va se corriger au fur et à mesure des années là encore. On est encore en train d'améliorer le système. C'est déjà pas mal. C'est déjà 10 ans, je crois que. Oui, au moins. Le premier Oculus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux. Puis en plus, on va avoir beaucoup de jeux qu'on connaît et qui vont peut-être amener à la VR. Donc on l'a déjà vu avec tout ce qui est jeu musical, par exemple avec Wanadev et Ragnarok, où là c'est un jeu de rythmique, où on a pas mal de jeux qui viennent d'anciens gameplay et qui du coup le plus gros succès de la VR, ça reste Beat Saber. T'as mis un peu la transition. Qui vont un peu reprendre. Et du coup, là, tu me regardes des coins de l'œil, t'es en mode yeah. Et du coup, là, maintenant, on va changer un peu de sujet parce que on peut aller très très loin autour des périphériques de jeux vidéo parce que la possibilité est presque, je dirais pas infinie, mais presque. Si on prend le moindre petit truc qu'on utilise dans la vie réelle, on peut le faire en jeu. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que on a beaucoup de jeux que l'on connaît maintenant, mais qui ont été repris de concepts bien plus vieux au final. Comme par exemple, là je vais commencer directement par une idée. C'est par exemple tout ce qui est les Dota ou League of Legends par exemple, qui ont été repris de modes de Warcraft. Donc c'est vraiment des joueurs qui ont inventé un système de jeu sur un logiciel de création de map d'un jeu pour sortir une autre expérience au final. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vieux jeux qui sont transformés en nouveaux jeux. Par exemple, si on regarde techniquement Counter-Strike, initialement c'était qu'un mode de Half-Life. Et puis c'est ce que j'allais dire. C'est parti après. Le plus gros succès de jeux vidéo, en l'occurrence qui est LoL en e-sport et aussi du coup Counter-Strike, ça reste à la base, c'est des modes. Oui, c'est des modes de jeu. Donc, et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que Dota aurait dû être une licence à Blizzard. Mais c'est Valve qui l'a récupéré. Donc, c'est ça qui est drôle en fait. C'est surtout qu'en fait,
c'est la fameuse recherche du où est Dota 1. C'est donc fois on a Dota 2. Mais Dota 1, il est où? En fait, Dota 1, c'est le mode de Warcraft et c'est pas un jeu à part entière. C'est ça. Bah, Dota 1 n'existe plus, en fait. Bah non. Warcraft n'est plus joué. Mais voilà. Et Dota, Counter-Strike, on peut en citer d'autres, hein, qui viennent à la base de concepts faits par la communauté de joueurs. On peut en citer, hein. On dira ce qu'on voudra, mais Minecraft, ça reste un concept qui est créé par un mec, Notch. Hein. Donc, des fois, les plus gros jeux, en fait, sont simplement des petites idées qui sont devenues des gros Portal. Portal, à la base, avant que Valve la rachète, c'était un concept, un prototype d'un jeune étudiant. Concept de Portal. Il y a pas mal de game jam aussi, où les gens font les game jam, bien sûr. 2 jours un mini-jeu qui après devient un vrai jeu. Ah oui, bien sûr. Ouais, mais on a aussi surtout la base, c'est surtout la créativité qu'ont les joueurs quand un éditeur, un développeur va fournir des outils pour ça. On l'a vu pour Warcraft, on le voit sur Skyrim. Sur The Elder Scrolls en général, pas uniquement Skyrim, parce que sur Morrowind, il y avait déjà un éditeur de niveau où on pouvait se balader déjà dans le monde sans avoir la contrainte de la jouabilité, mais en même temps pouvoir tout recréer depuis zéro. Et je crois que les plus gros c'était Half-Life. Half-Life, c'est vraiment celui qui a lancé cette mode. J'avoue pas le source en particulier, parce que alors c'est un peu le reverse qui s'est passé avec Half-Life. C'est qu'en fait il y a un développeur qui a fait le Garry's Mod, qui du coup reprend tous les éléments, qui a créé un éditeur de niveau du moteur source pour les personnes qui ne font pas de développement. Du coup, ça a été fait l'inverse, c'est qu'il a fait cet éditeur de niveau, et Valve lui a dit ok, c'est bon, on t'autorise à le vendre en tant qu'éditeur de niveau pour source. Et, du coup, ça a vraiment été l'effet inverse. Ils en avaient pas et ils en ont eu un parce que un fan a fait quelque chose. Mais c'est vrai qu'Half-Life a lancé beaucoup de trucs, beaucoup de communautés comme ça. Counter-Strike, c'est un exemple. Team Fortress. Team Fortress, c'est du Half-Life à la base, c'est un mode d'Half-Life. Donc, c'est. Alors là, je parle des FPS, mais il y a eu d'autres jeux. Et Elder Scrolls fait partie aussi, effectivement, de ces jeux où tu pouvais modder Doom. Doom, à la base, tu pouvais le modder. Hein. Bon, plus difficilement. Mais Quake. Pardon. Quake, oui. Quake, pardon, pas Doom. Quake. Quake 3 surtout. Hein. Unreal Tournament, mais qui du coup Unreal. Unreal qui était du coup en fait un moteur de jeu. En fait, Unreal Tournament, c'est vraiment la démo de ce que peut faire le moteur, qui au final a fini par être un jeu à succès pendant quelques années. Et d'ailleurs sur Unreal, j'ai regardé un petit peu, et apparemment c'est un des premiers jeux FPS à introduire le principe de Battle Royale, plus ou moins. Oui. Qui initialement vient plutôt du film Battle Royale que de Takeshi Kitano. Unreal Tournament. Et voilà, Unreal Tournament, du coup, il y avait des modes où on avait un nombre de vies fixe. Je sais pas si c'était une ou plusieurs, mais on se faisait mine au fur et à mesure, et c'était le Last Man Standing. Et je me suis renseigné, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres jeux qui avaient le même concept avant? Et en fait, il y en a un que tout le monde connaît, mais que personne ne voit comme un Battle Royale. Un jeu NES, ou peut-être même avant. Avec des bonhommes qui posent des bombes. Ah bah oui, Bomberman, hein. Oui, mais c'est vrai que Bomberman, ça fait très Battle Royale au final. Hein. C'est un Battle Royale à 4, 8, voire 16, je crois que des multitapes. T'as un jeu Saturn, effectivement, où tu en peux jusqu'à 32. Ouais. Il y a une version où vraiment ils sont partout, enfin on peut avoir plein de persos sur la map. Mais j'avoue que Bomberman, c'est un Battle Royale, ouais, tout à fait. Mais ouais. Du coup, PUBG n'a rien inventé. Ah non, PUBG non plus. J'avoue ça, Mika. Et on parle effectivement donc des concepts qui sont pas les concepts de base du jeu. Fortnite. Alors là, à la base, c'est pour ça que j'y joue plus. Moi, j'ai été joueur de Save the World. C'est un jeu de survie. Oui, on y avait joué. On y avait joué ensemble. Mais je parlais de Fortnite, de Minecraft. C'est à la base, Minecraft aussi, c'est un jeu de survie. Fortnite est un jeu de survie à la base. C'est un jeu de survie à la base, un espèce de tower defense. Ça a été détourné du coup pour en faire autre chose. Ils se sont dit on va faire un mode Battle Royale et après c'est parti. Parce que c'était la mode des Battle Royale. Il y a eu un problème économique aussi au niveau du budget. Du coup, on a payé pour un jeu qu'on joue pas. Il y a aussi que Epic Games travaille principalement sur le moteur qui sert à beaucoup d'autres gens et pas que à Fortnite. Et du coup, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre pour financer un peu le tout. J'avoue, Fortnite est à Epic Games, que Unreal Tournament est à
Bah, Unreal, je sais pas quelle boîte que c'est. Epic, il me semble. Hein. Oui, bah oui, c'est Epic aussi. C'est pour ça que je vois pas pourquoi. J'avoue que c'est Epic aussi. Ouais, C'était pas ID Software à un moment donné? ouais, ici, ouais, je crois que ça. Enfin, ils sont tous rachetés, je crois. Ouais, Non, ça c'est a Epic. changé de main. Unreal, c'est toujours été C'est Epic. toujours été Epic. Ouais. Bah, C'est pour ça que c'est l'Unreal Engine. C'était pas mis en Ouais, avant non, comme ça. c'est Quake qui est chez ID Software. Voilà. C'est- C'est pour ça que Il y je avait veux un dire autre ça. Non, Unreal, c'était toujours été Epic. Non, Epic a effectivement avec Fortnite. Mais l'histoire de Fortnite est très intéressante parce que faut pas oublier que Fortnite, c'est un jeu qui a été développé 7 ans avant le succès qu'il a eu. Voilà, c'est un jeu, à la base, c'est un jeu de survie qui essaie de s'accrocher. C'était un petit projet à la base, qui était fait par des développeurs. Ils se sont accrochés pour en faire quelque chose. Et c'est évidemment Battle Royale qui a tout lancé le succès. Mais effectivement, c'était très très compliqué au début pour eux. Et ils pensaient qu'ils allaient fermer le projet. Hein. Ouais, ok. Donc l'histoire est très 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 intéressante de Fortnite. Epic était très concentré sur un jeu qui s'appelait Pendragon. Oui, qui était un Wow. FPS avec des pouvoirs un peu à la Overwatch. Paladin. Paragon, excusez-moi. Paragon, ouais. Paragon, pas Paragon. Ah non, Oui, je confonds avec un autre. pour dire à quel point le jeu a été oublié. Non, Paragon, Destiny. Peut-être plutôt Paragon proche de 4 ans de Destiny. dev, ils ont tout jeté à la poubelle le jour où Fortnite a eu du succès. C'est vrai qu'il y a eu On d'autres place jeux, les ouais, devs comme là ça. où il faut. Et on replace les devs là où il faut. Non, c'est une histoire très intéressante. Et Epic avait aucun souci. En fait, ils essayaient de chercher leur nouvelle pépite et leur nouvelle perle. Donc ils l'ont trouvé. Voilà. Donc, J'avoue, c'est- ouais. mais On en ouais, était. Paragon, Est-ce au qu'on peut début, parler des jeux en early access ou on garde ça pour une prochaine émission? Ouais, non, je pense qu'on va voir parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur l'early access. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux du coup qui ne semblent pas être des early access, mais qui le sont. Mais ça Ouais, sera parce que du coup, pour une autre Fortnite histoire. Save the World était enfin le jeu n'a jamais été fini. Il y Oui, avait les non. 2 premières zones qui étaient thématisées, il y avait de la fin du jeu un peu random, et du coup c'était est-ce qu'on continue à faire le niveau 4 ou est-ce qu'on bosse sur Battle Royale, et le choix a été fait. Je pense qu'il y a d'ailleurs toute une chronique à faire là-dessus, sur les jeux qui ont commencé d'une certaine manière, mais qui ont eu du succès en changeant la recette, tout simplement. Tout à fait. Donc Tout à fait. on en reviendra, je pense, un peu plus tard.